récap info pour savoir et comprendre cette semaine avec Jérôme Crozat de la Fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles, jeunes agriculteurs, Thierry Boiron de la coordination rurale et Maud Chara de la Confédération paysanne. 3 invités, bonjour à tous les 3. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à tous. Il y a aujourd'hui 2 fois moins d'exploitations agricoles en France que dans les années 90. Même si la ferme France reste la première en Europe, les paysans souffrent et doivent répondre à de nombreux défis. S'adapter aux demandes des consommateurs, s'assurer des revenus décents et adopter des méthodes écologiquement responsables. Certains en appellent carrément à l'invention d'un nouveau modèle agricole. Alors, quelle agriculture pour demain ? C'est le thème du débat que nous vous proposons aujourd'hui avec 3 invités, Maud Chara, Jérôme Crozat et Thierry Boiron. Vous représentez les 3 principales listes qui sont en course pour les élections qui se profilent à la Chambre d'agriculture de l'Isère, élections qui se jouera en un seul tour à la fin du mois de janvier. Vous représentez 3 syndicats agricoles. Je vous propose de commencer par un petit tour de table pour qu'on comprenne bien et qu'on vous connaisse. Maud Chara, vous représentez la Confédération paysanne. Vous êtes éleveuse en Chartreuse. Oui, nous sommes en GAEC à 3, à Saint-Aupre, Saint-Étienne-de-Croisset en Chartreuse. Nous élevons une 40aine de vaches allaitantes que nous vendons en direct, une 20aine de porcs charcutiers, une 30aine de chèvres et nous transformons en fromage. Alors le GAEC, on le dit en début d'émission parce qu'on va pas mal en parler, c'est un groupement d'agriculteurs, une société en fait qui regroupe plusieurs actionnaires entre guillemets. La Confédération paysanne, quelques mots, un syndicat qui combat l'idée d'une agriculture hyper productiviste, industrialisée. C'est un syndicat qu'on classe plutôt à gauche. C'est un syndicat qu'on classe plutôt à gauche. L'idée de la Confédération paysanne, c'est de défendre une agriculture paysanne qui est basée sur une maîtrise des productions, sur des fermes à taille humaine, transmissibles, en accord avec la nature, les animaux, un territoire vivant. Voilà. Thierry Boiron, de la coordination rurale, vous êtes un céréalier d'Ornacieux-Balbin. Oui, donc céréalier. J'ai arrêté la production de tomates industrie et de maïs semences en 2018. 2019, je pense, j'ai un projet de spiruline pour essayer de diversifier un peu mes productions. C'est des algues. C'est des algues, oui, cyanobactéries. Donc 2019, spiruline et céréales. Vous avez été éleveur laitier également. J'ai été éleveur laitier, j'ai arrêté il y a 8 ans. La coordination rurale refuse tout lien d'intérêt avec les partis politiques, avec les organisations économiques, mais c'est un syndicat qu'on dit quand même plutôt à droite, voire très à droite. Non, je ne suis pas d'accord. Ce syndicat est né en 92, suite à la PAC de 92. Et c'est vrai que quand on défend des prix rémunérateurs, c'est vrai que nous, on souhaite taxer les produits importés qui ne respectent pas les mêmes règles de production que les nôtres. C'est vrai que quand on veut sortir l'agriculture de l'OMC, c'est vrai qu'on peut nous coller éventuellement une étiquette. Sinon, au niveau politique, eh bien, écoutez, nous, on n'a pas de député européen et nous n'avons personne de la CR qui a fini ministre. Ça, c'est une pierre dans le jardin de la Fédération, de la FDSEA. Jérôme Crozat, FDSEA Jeunes Agriculteurs, vous êtes éleveur laitier à Jeanne-Herrias. Oui, tout à fait, éleveur laitier, donc en GAEC avec un frère et puis un salarié, 120 vaches laitières. Donc le lait est vendu à Danone, qui est un groupe privé transformation agroalimentaire. Et puis un peu de céréales livrées à la Dauphinoise, avec donc notamment un peu de maïs semences. Qui a été jusqu'à maintenant une belle valeur ajoutée, même si aujourd'hui, malheureusement, le nombre d'hectares diminue. FDSEA, Jeunes Agriculteurs, on le disait, un syndicat plutôt à droite. Écoutez, avant de vous dire si on est à droite ou à gauche, juste la FDSEA, c'est 1200 adhérents. 10% en Isère sur 5000 agriculteurs. Sur 5130 agriculteurs. Ensuite, 10% sont en agriculture bio et 30% de nos agriculteurs sont sous signe de qualité qui regroupent les différentes AOC, AOP et notamment aussi la bio. Ce sont les syndicats qui seront, qu'on le précise, majoritaires dans les principales chambres d'agriculture en France. Oui, on peut dire ça comme ça, oui.
Alors ensuite, si on est à droite ou à gauche, chacun, quand on se réunit au niveau du conseil d'administration du bureau ou en congrès, notre première préoccupation, ce n'est pas de parler de politique, mais c'est bien de parler de la politique agricole de notre département, ou régionale ou nationale. Notamment, où nous parlerons de la politique européenne dans quelques mois, sachant que nous serons très attentifs, même dans notre département, quant à l'avenir de la PAC au niveau européen. Ensuite, aujourd'hui, peut-être que 70% d'agriculteurs sont à droite, 30% sont à gauche, peu importe, on ne fait pas forcément de sondage, mais je suis très satisfait d'appartenir à un syndicat où finalement les obédiences politiques sont ouvertes, très larges, et puis en même temps on se doit de savoir travailler avec l'ensemble des groupes politiques qui peuvent diverger, changer dans un département, dans une région. Il faut savoir avoir un esprit d'ouverture, et je sais qu'on peut l'avoir à l'FDSOA et bien entendu aux jeunes agriculteurs de notre département. Allez, le monde agricole face à plusieurs défis, je vous le disais en introduction. Quelle agriculture pour demain et quels agriculteurs pour demain? On va évoquer d'abord le premier grand défi dont on parle beaucoup dans l'actualité, le défi écologique. On en a notamment parlé avec la fameuse interdiction à venir du glyphosate, ce puissant herbicide. Il faut dire qu'en 10 ans, l'agriculture française a réduit d'1/3 l'utilisation des produits chimiques, mais le débat est intense. Certains craignent une baisse des rendements et donc des revenus avec l'abandon de certains produits phytosanitaires. Je vous laisse la parole, à vous de nous donner votre position là-dessus. On commence par Jérôme Crozat. Eh bien, si vous voulez, depuis, on va dire une trentaine d'années, à la fois, il y a eu un travail de fait entre la profession et puis, on va dire, les producteurs de matières premières phytosanitaires pour descendre et diminuer l'impact écologique des produits phytosanitaires de base chimique, on va dire. Et puis, en même temps, la profession, depuis une dizaine d'années, a elle-même pris part largement en termes de formation. On a tous passé une capacité pour utiliser des phytosanitaires. Et puis déjà, on va dire dès demain, dans le cadre de la loi des EGA, États généraux de l'alimentation, nous souhaitons, notre syndicat avec les jeunes agriculteurs, être très volontaires sur la charte que l'on doit appliquer dans chaque département, une charte de bon voisinage sur l'application des produits phytosanitaires. Et ça concerne aussi les produits phytosanitaires qui sont sur une base biologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous aussi, on veut s'engager. C'est à la fois pour, on va dire, descendre les indices de consommation de l'ensemble de nos produits, que ce soit sur la gamme bio, entre parenthèses, ou sur la gamme, on va dire, chimique. Mais l'objectif, bien entendu, pour nous, c'est d'une part, ça coûte cher, et deuxièmement, les premiers qui peuvent avoir un impact, bien entendu, c'est les utilisateurs. Donc, on souhaite être très pertinent et performant sur cet enjeu qui concerne en même temps l'écologie, qui concerne notre métier, et puis qui concerne aussi la vie ou le goût des consommateurs. Maud Chara, est-ce que l'agriculture française est prête à abandonner totalement les phytosanitaires ? Alors nous, à la Confédération paysanne, oui, on se dit prêt. Après, on est conscient que certains les utilisent depuis des années, qu'ils ont été poussés dans un système à les utiliser parce qu'ils n'avaient pas le choix. Donc aujourd'hui, on aimerait les accompagner vraiment au niveau technique pour les faire sortir de ces produits phytosanitaires. C'est un coût public énorme pour dépolluer, pour la santé humaine, sur la santé des paysans qui sont en première ligne. Aujourd'hui, on aimerait vraiment arriver à faire supprimer, en plus du glyphosate, tous les autres produits les plus toxiques, ceux qui sont cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques et les perturbateurs endocriniens. Mais vous entendez la réflexion qui consiste à dire attention, on risque une baisse de rendement et donc une baisse de revenus. Oui, après, en alliant la technique, la complémentarité des céréales légumineuses, protéagineuses sur une culture, la rotation des cultures, on peut arriver à des rendements corrects. Après, on amplifie les surfaces destinées à l'agriculture utilisée sans pesticides et on arrivera à des rendements très corrects et on pourra alimenter tout le monde. Thierry Boiron, sur cette question. Nous sommes prêts à réduire l'usage des produits phytosanitaires, mais si dans le même temps nos concurrents nous envoient des OGM qui viennent du Brésil plein de glyphosate, si on le voit que nos concurrents, on va prendre l'exemple des cerises, cette année, ça fait 1 an ou 2, on a interdit le diméthoate. Qui permet de lutter contre la mouche de la cerise.
C'est un prédateur qu'on n'avait pas avant. Donc aujourd'hui, les cerisiers, voilà. Donc les cerises viennent d'autres pays qui sont traités avec des produits qui nous sont nous-mêmes interdits. Donc vous me dites oui à la règle, mais il faut qu'elle s'applique à tous, et notamment en Europe. Et oui, il faudrait qu'on ait les mêmes bases de production. Oui. Il faudrait une interdiction aux frontières sur les produits qui utilisent ces molécules ici dans notre pays et qui importent leur... J'ai quand même l'impression que c'est un peu un vœu pieux, ce que vous me dites là, Thierry. Si, il suffirait de chuchoter à l'oreille de nos ministres. Jérôme ? Écoutez, moi je pense que c'est sur un aspect plus large. L'argument de Thierry est véridique. On l'a sur la cerise, mais on l'a sur plein d'autres produits. D'autres produits, on va dire des matières premières, sur des pêches ou même demain des céréales. Mais par contre, je pense qu'il faut qu'on soit volontaire. Aujourd'hui, on sait que, la production bio, ils ont une abstraction totale. Par contre, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a quand même des produits de traitement, qui sont classés, au même titre que les produits phyto. Aujourd'hui, globalement, il faut qu'on forme les agriculteurs ou qu'on les aide à diminuer l'impact et le nombre de litres de traitement à l'hectare, et ça sera un bien global. Je vous dis, mais le premier bien, c'est bien pour le portefeuille. Je veux dire, au prix où sont vendus les litres, mais les phytos, c'est cher. C'est cher, c'est très cher. Deuxièmement, le deuxième argument, c'est que les premiers utilisateurs et à épandre, c'est nous. Et puis, on voit aujourd'hui, dès qu'on passe avec un pulvérisateur, c'est tout juste, ou demain, je ne sais pas si des collègues vont pas prendre, un coup de fusil, entre parenthèses. Parce qu'aujourd'hui, on a aussi, dans le cadre de la charte, une communication à faire. Notamment, j'ai mes collègues qui sont producteurs de noix, qui, via la sécheresse, épandent, tout simplement de l'argile. Donc de l'argile, ils épandent ça pour protéger, pour éviter l'impact du soleil quand on a des gros chaleurs comme cette année. Ils se font gronder, entre parenthèses, par les populations locales qui ont peur, qui craignent. Et pourtant, c'est inodore, ça n'a aucun impact sur la santé humaine. Sur les méthodes culturales, Maud Chara nous disait, avec d'autres méthodes culturales, on peut réussir à rattraper les pertes de rendement potentielles. Vous êtes d'accord là-dessus, Thierry ? Nous, ça fait 20 ans au sein de la coordination rurale. Nous organisons un festival du non-labour. C'est-à-dire que nous avons des agronomes qui nous conseillent, on va essayer de se passer de la charrue. Voilà, donc on essaye de reprendre l'agronomie à notre compte pour essayer d'avoir des sols vivants. Et on sait, par expérience, mais il faut quand même entre 5 et 10 ans, qu'un terrain qui n'est pas labouré, avec des couverts végétaux en permanence, on aurait des plantes qui seraient moins sensibles aux maladies et aux mauvaises herbes. Mais simplement, ça, c'est un virage qu'il nous faut prendre. Je dirais que ça coûte très cher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, sur mon exploitation, j'ai une charrue. Et donc, si demain, je veux garer la charrue puis passer en semi-direct, il faudrait que je réinvestisse 35 ou 40 000 euros. Et qui plus est, les résultats sont attendus au bout de 5 ou 10 ans. Donc, c'est un virage qui n'est pas facile à prendre. Moi, j'entends cet argument, mais je me dis quand même que l'agriculture dans la balance économique, la balance commerciale française, c'est un poids énorme. Je crois que c'est 6% du produit intérieur brut en France, l'agriculture. Les céréales, c'est quand même une puissance économique nationale. Est-ce qu'avec des telles méthodes culturelles, on peut maintenir la puissance française exportatrice ? Maud Chara. La puissance française exportatrice. Alors après, sur le thème des libre-échanges, à la Confédération paysanne, on n'est pas pour le libre-échange. On n'est pas pour importer des céréales ou de la viande d'un autre pays pour pouvoir nous aussi exporter à droite à gauche. Le système agricole dans son ensemble est à revoir. On ne peut pas accepter, se réjouir par exemple sur la viande bovine, d'envoyer en Chine maintenant qu'ils réouvrent leurs frontières et de refuser que l'Argentine nous amène sa viande. On ne peut pas non plus se dire que ça marche dans un sens et pas dans l'autre. Nous, on va exporter du blé au Maroc, on va inonder le marché là-bas et on se fiche de l'impact sur les paysans de là-bas. Le système agricole est à revoir mondialement. Les flux mondiaux créent des échanges dans tous les sens, de la spéculation. Tout ça pour engraisser qui à la fin ? Aucun des paysans, que ce soit en France ou d'ailleurs, mais des agro-industriels. On voit bien que là, c'est quand même un vrai, je le disais en introduction, un nouveau modèle économique agricole dont on parle.
Mais en fait, ça vous paraît tenable? Non, mais sur ce sujet, il faut, pas se mettre le doigt dans l'œil. Nous, personnellement, on reste pour le libre-échange. Alors, bien entendu que si c'est de la viande hormonée qui vient d'Argentine ou des États-Unis, on doit la refuser. On est bien clair. Par contre, ma voisine Maud nous dit qu'il ne faut plus de libre-échange. Vous imaginez, vous, si on ne commerce plus, le cognac ou le champagne, ça veut dire qu'il va falloir qu'on le fasse déguster aux enfants aux écoles pour passer les surplus. Non, entre parenthèses, je plaisante, mais c'est irréaliste de dire qu'on est contre les échanges. En même temps, on sait très bien que la France, elle est visitée parce qu'il y a du patrimoine, parce qu'il y a une gastronomie, parce qu'il y a une cuisine. Et aujourd'hui, on ne voudrait plus aller exporter ça, ce savoir-faire. Je rappelle à tout le monde autour de ce plateau que la France, c'est des exportations à hauteur de 9 milliards sur l'ensemble de l'agroalimentaire. Deuxièmement, c'est un emploi sur 5 encore entre l'agriculture et l'agroalimentaire. Alors, si demain, les seuls emplois, c'est le maintien aux personnes âgées, je veux dire, il n'y a plus beaucoup de monde qui va travailler. Allez, au bout d'un moment, il faut être volontaire quand même dans l'économie. Le débat est intéressant parce qu'on est vraiment sur le fond de l'histoire. Maud Chara en réponse là-dessus et Thierry Boiron. Je pense que la vraie valeur qu'il faut développer pour continuer à avoir une agriculture pérenne en France, c'est créer de la valeur ajoutée. On est sur un territoire diversifié avec des productions multiples et on a de quoi faire gagner la vie des paysans en France. Les libres-échanges, c'est un modèle qui profite à qui? Aux paysans? Mais la question qu'on pose là, c'est est-ce que l'agriculture que vous défendez, elle est aussi créatrice d'emplois que le modèle actuel? Ah bah oui, l'agriculture Expliquez-moi. paysanne est vraiment une agriculture créatrice d'emplois. On crée de la valeur ajoutée, on fait des structures à taille humaine et on a besoin de main-d'œuvre pour ça. En créant de la valeur ajoutée, on fait des fermes qui tournent. 4 fermes à 40 vaches valent plus que, en termes d'emploi, 4 fois plus qu'une ferme à 1000 vaches. Enfin, c'est un modèle industriel qui en arrive à ce qu'on en est aujourd'hui, avec des paysans de moins en moins nombreux, une ferme qui part toutes les 5 minutes en Europe. On ne peut pas continuer comme ça. Aujourd'hui, la France représente 17% de la production agricole européenne. J'ai retrouvé le chiffre. Thierry Boiron sur ce sujet. Importation, exportation. L'année passée, je crois que c'est 2018, on a exporté environ 20 millions de tonnes de blé et on a importé 20 millions de tonnes de maïs d'Ukraine. Aucun intérêt pour nous. Non, nous, on est contre la mondialisation. On veut sortir vraiment l'agriculture de l'OMC. Et pour ça, on demande l'exception agriculturelle. L'agriculture, c'est trop important. On ne parle pas de voitures ou de chaussures. On veut vraiment renégocier au sein de l'OMC la sortie de l'agriculture. L'OMC, on rappelle, c'est l'Organisation mondiale du commerce. C'est ce grand marché mondial et international, notamment pour les produits manufacturés ou produits matières premières agricoles. Oui, et cette PAC qu'on vit aujourd'hui, donc, qui a été préparée à la fin des années 80 et mise en place en 92, elle a été construite à une époque où l'Europe avait 12 pays environ et où on n'avait pas l'euro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on veut exporter du blé sur le marché mondial, il faut savoir qu'on le vend en euros. Les USA ont un dollar qui est inférieur au nôtre, donc on perd nos marchés. Et là, actuellement, à l'exportation, ce sont les Russes qui sont en train de nous prendre tous nos marchés. Jérôme Crozat, un mot pour conclure sur ce sujet et on avance. Après, sur ce sujet, moi, je pense que sur la valeur ajoutée, aujourd'hui, on a toujours une agroalimentaire, à dire, très puissante depuis 20 ou 30 ans sur notre nation France. Par contre, aujourd'hui, moi, je déchante un peu. Notamment, je vous ai dit tout à l'heure, je suis producteur de lait chez Danone. On voit des grandes unités agroalimentaires comme Beignet, Danone. Aujourd'hui, depuis 20 ans, on va dire, ils ont géolocalisé où sont les 10 milliards de futurs consommateurs. Ça veut dire qu'ils envoient leur savoir-faire au Maroc, en Égypte, au Kazakhstan. Donc voilà, ils ont déjà leur site de production et de transformation. Et en même temps, s'il faut être producteur, ils sont producteurs. C'est comme ça que Danone a une ferme de, 3000 et quelques vaches au Maroc, la même en Égypte, et puis exactement la même en Russie. Quand on regarde où c'est, en Sibérie, on s'aperçoit que c'est juste au-dessus du Kazakhstan, où Beignet est présent au Kazakhstan, et à côté, il y a 1 milliard de consommateurs. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, le contrat gagnant-gagnant qu'on pouvait avoir il y a 20 ans avec l'industrie agroalimentaire, on produit, on exporte, et chacun a sa marge
marge partagée, il est rompu depuis les années 2000. Et aujourd'hui, je pense que nous, dans notre département et ailleurs, on essaie de retrouver, je veux dire, une autre méthode de commercialisation. Alors par contre, c'est pas facile de se désengager de toutes les filières qu'on peut avoir. Mais par contre, nous, on a entamé un travail avec la marque Alpizer, un pôle agroalimentaire, et on veut, on va dire, être offensif sur ce segment-là, avec un nouveau contrat avec la société, que sont les consommateurs de notre département ou de notre région. Quand on évoquera le revenu agricole dans un instant. J'aimerais qu'on évoque d'abord un autre sujet d'actualité dont on a beaucoup parlé, c'est le bien-être animal. Lundi dernier, vous le savez, certains ont lancé l'idée des lundis verts, sans viande ni poisson. Les messages végétariens, véganes sont de plus en plus relayés, les actions parfois spectaculaires. Qu'est-ce que vous en pensez, Thierry Boiron ? Par rapport aux personnes qui ne veulent pas manger de viande, bien, ils n'ont qu'à pas en manger. Pour ce qui est du bien-être animal dans les élevages, je pense que les agriculteurs que je connais travaillent correctement. Ils ont fait d'énormes efforts. Je ne connais pas d'éleveurs aujourd'hui qui ne maltraitent ces animaux. Nous, ce qu'on préconise après, ce serait déjà des abattoirs de proximité pour éviter que les animaux soient transportés trop longtemps. Et puis au sein même de l'abattoir, eh bien, continuer à faire les efforts pour essayer de faire souffrir le moins possible les animaux. Je pense que ça passe par des abattoirs de proximité, des bâtiments modernes. Qui coûtent cher et qui sont plus difficiles à rentabiliser. Je sais, mais si c'est le prêt à payer, il faut le faire. Mais qui va le faire ? Le consommateur, il va bien prêt à payer plus cher ? Ben, il faudra bien. Et puis des bâtiments avec des ouvriers bien formés. Et puis bien payés, parce que ceux qui travaillent dans les abattoirs, c'est un travail qui est dur. Ils font partie des gens qui se lèvent tôt. Et je vois comme ils sont critiqués, je trouve que c'est pas bien normal. Mais tout ça, ça a un coût. Et ça aura un coût sur le prix de revient. Vous savez, les Français dépensent, je crois que c'est 16% de leurs revenus pour se nourrir. Ils pourraient faire un petit effort, je pense. Maud Chara. Sur le bien-être animal, je pense qu'un paysan qui est bien lui-même, sera bien avec ses animaux. Il y a une triptyque homme, animal, territoire qui est à défendre. Si on relocalise et on désintensifie les élevages, on aura des éleveurs plus nombreux avec des troupeaux plus petits. Pour moi, le bien-être animal, ça ne passe pas par des bâtiments bien aérés, avec des vaches qu'on dit bien parce qu'elles ont une brosse pour se gratter le dos et de la paille dans les logettes. Les vaches, c'est des herbivores. Ils sont faits pour manger de l'herbe, donc ils vont dehors. Dans l'agriculture paysanne, on défend ce mode d'agriculture où les animaux sont élevés comme ils le doivent. Ce n'est pas des produits industriels, ce n'est pas des voitures. OK pour l'élevage, pour l'abattage ? Pour l'abattage, oui, on est aussi sur les abatteurs de proximité. Et aussi, on aimerait l'expérimentation de l'abattage à la ferme, comme il commence à se faire dans certains pays du Nord. Avec les questions sanitaires que ça véhicule. Avec les questions sanitaires qu'il faut pour que ce soit fait dans des conditions correctes. Éviter ce genre les grands déplacements qui sont source de stress pour les animaux, etc. Et aussi permettre les abattages des petits ruminants à la ferme, chevreaux, agneaux. Jérôme Crozat. Oui, sur ce débat de l'antispécisme où on peut mettre les végans dedans, c'est le problème d'abord d'une société riche. Tout à l'heure, mon collègue a dit que 16% des paniers d'aménageurs étaient consacrés à l'alimentation. Si vous allez en Afrique, c'est 80%. Et je peux vous dire qu'en Afrique, ils tuent même pas, ils ont une chèvre, ils tuent même pas une chèvre. Ils font une petite saignée pour les enfants, pour amener les vitamines, etc. Ils la gardent bien parce qu'ils veulent garder les fromages. Alors maintenant, il faudrait plus manger de viande, plus manger de fromage. Faut plus, je veux dire, au bout d'un moment, s'ils le souhaitent, ils le font. Mais par contre, aujourd'hui, ils vont trop loin. Leurs actions, il me semble, sont trop violentes. L'État a d'ailleurs trop laissé faire. Voilà. Et puis, en même temps, derrière, il y a des métiers, il y a des emplois. Aujourd'hui, on se doit dans les abattoirs, oui, bien entendu, d'améliorer le service, comment dire, tout du moins la formation de certains peut-être salariés, et puis de ne pas non plus demander trop de travail, parce que, comment dire, on sait très bien qu'on peut être énervé, etc. Donc, il y a un travail, un encadrement à mettre en place dans l'enceinte d'un abattoir. Des caméras. L'Assemblée nationale a renoncé
voulez mettre des caméras, on mettra des caméras si c'est voté. Par contre, est-ce que vous y êtes favorable? Moi, je pense que d'abord, la formation, mettre des moyens, mais ça veut dire que mettre des moyens, si on met plus d'emplois, si on améliore aussi la qualité de ceux qui travaillent autour parce qu'ils sont dans le speed, ça veut dire qu'on augmente les coûts. Est-ce que le consommateur est prêt? Maud Chara, les caméras, vous y êtes favorable dans les abattoirs? Oui. Après, sur le rythme dans les abattoirs qui pose problème et qui était dénoncé notamment par les L214. Voilà, c'est la cadence d'abattage. Les cadences d'abattage, mais c'est toujours le même souci. On est sur une production industrielle, donc il faut faire du rendement, il faut des prix à bas coût. Donc on est toujours dans ce... Thierry Boiron, les caméras dans les abattoirs? Je connais des ouvriers qui travaillent dans les abattoirs, et eux-mêmes me disent qu'ils arrivent à se surveiller eux-mêmes. Ils ont bien compris. Non, je vous garantis que ceux qui travaillent dans les abattoirs... Quelles conditions de travail? Oui, quand ils voient qu'il y a quelqu'un qui ne fait pas le poids, ils le changent dans la chaîne. Ils disent, toi, tu n'es pas à même de faire ce type de travail. Allez, Juste, si vous permettez, rajouter, je n'ai pas pu finir le deuxième point, mais par contre, on se pose beaucoup de questions sur la qualité d'abattage, etc. Par contre, quand un loup attaque un troupeau, personne ne se pose la question, notamment les végans ne se posent aucune question. Et là, je reste très sceptique sur leur vraie vision philosophique. Allez, on parle du loup dans un instant, juste avant le défi foncier. C'est un autre grand défi du monde agricole, la désertification en milieu rural. À l'inverse, la disparition des terres agricoles autour des sites urbains. C'est un véritable casse-tête. En 2017, la France comptait 1 million d'exploitations agricoles, plus d'1 million. En 2013, 450 000. La politique d'installation, de transmission et d'installation est-elle optimale, Maud Chara? Sur l'installation, on pense qu'aujourd'hui, il faut vraiment faire mieux. Si on compte sur la régénérescence sur le fait que les générations actuelles d'agriculteurs soient suffisantes pour renouveler, ça suffira pas. On a beaucoup d'enfants d'agriculteurs qui partent faire autre chose parce qu'ils voient que leurs parents sont dans un modèle qui ne leur convient pas. Il faut ouvrir l'agriculture aux hors cadres familiaux. Il faut avoir une volonté politique sur le maintien des terres agricoles, arrêter cette plus-value, augmenter les taxes sur le changement de destination des terres agricoles en terrains constructibles. Il faut lutter contre l'artificialisation des terres, faire des études par des autorités indépendantes et autonomes. Pour l'accès au foncier, qui est le nerf de la guerre dans le monde agricole. Dès qu'il y a une exploitation qui s'arrête, il y a les 4-5 voisins autour qui se battent pour l'avoir. Vous êtes contre cette concentration des exploitations, en fait, qui, moins en moins d'exploitations, mais de plus en plus produire grosses. plus parce qu'elles valorisent mal, doivent être de plus en plus grosses. Si on arrive à recréer des petites structures où les paysans reprennent l'autonomie de leur production, où ils sont capables de réguler les quantités, de se fédérer pour monter des COP à taille humaine, pour être indépendants par rapport aux agroalimentaires, on arrivera à avoir des fermes à structure humaine. Thierry Boiron, sur la question du foncier? Foncier, bien écoutez, en France, c'est 250 hectares tous les jours qui partent à l'urbanisation ou à la friche. Avec 250 hectares, je pense qu'on installerait beaucoup de jeunes. Après, pour faciliter l'installation hors cadre familial, de toute façon, c'est ce qui se pratique aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'installent, qui ne sont pas issus du milieu agricole. Est-ce qu'on les aide suffisamment? Est-ce qu'on les guide suffisamment? L'aide, c'est vrai qu'on pourrait se dire qu'on n'aide jamais assez. Nous, ce qui nous soucie le plus, c'est qu'installer, c'est facile. Je dis souvent, même moi, j'ai réussi à m'installer. Le problème, c'est les soutenir financièrement pendant 5 ou 10 ans. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fait ce qu'on appelle un plan de développement, quand les cours de la viande, du lait ou des céréales chutent de 20 ou 30%, le dossier d'installation se casse la figure. Sur la concentration des terres agricoles, moins d'exploitation mais plus grande, on en revient toujours à la même question de l'équilibre économique d'une entreprise. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Je ne sais pas, si on parle du secteur laitier que je connais un petit peu, je sais que là aussi, on retombe toujours dans les mêmes soucis, c'est par rapport à nos concurrents au niveau international. Je crois qu'un troupeau laitier moyen aux États-Unis, c'est 270 vaches. Voilà, donc si on veut faire du lait au même prix que les autres, on n'y arrivera pas.
c'est ce qui pousse à s'agrandir. Jérôme Crozat. Oui, alors sur ce sujet du foncier, il y a déjà eu du travail de fait, à la fois au niveau départemental, régional. On a aussi milité notamment la loi Allure. On a bon nombre de maires aujourd'hui qui détestent cette loi parce qu'il faut concentrer, et on a pu récupérer à cette fin-là 5000 hectares dans le département qui sont sortis des PLU, il faut quand même le dire. Il ne faut pas dire qu'il faut encore faire. Non, je ne pense pas qu'il faut faire. Le travail, il est fait. Après, aujourd'hui, il y a un vaste débat à continuer à militer auprès de l'ensemble de nos élus, dans les communautés de communes, quand c'est en PLUI, au niveau des communes, pour dire, bien sûr qu'il faut que ça s'agrandisse. La zone industrielle doit s'agrandir, pourquoi pas, mais que ça soit fait intelligemment. Au lieu d'en faire une par village, comme on a pu le voir dans le passé, on en fait une pour le canton. Et puis, quand on a fini de la construire, on en redéveloppe une tranche. Et ça se fait, ça, parce que on est prêt à faire partager. Le prix du terrain agricole par rapport au prix du terrain constructible, l'arbitrage est vite fait. Hein. Il n'y a pas photo. Aujourd'hui, il y a du travail qui est fait grâce à la loi Allure. Ça veut dire que c'est une loi qui nous va bien. Nous, on le dit clairement. En même temps, il y a du travail aussi à faire. Il faut qu'on fasse attention. Il y a un partage qui se fait. En Aura, c'est 8000 hectares presque tous les ans qui se boisent. En Auvergne-Rhône-Alpes. En Auvergne-Rhône-Alpes. Premièrement, parce qu'il y a des friches qui poussent dans des secteurs moins productifs, et puis des peupleraies qui se plantent dans les marais, et puis des conifères en montagne. Donc ça aussi, c'est aussi une concurrence. Alors cela dit, on pourra relever le défi correctement de l'installation dans notre département et ailleurs en France. Et on devra même le faire, parce que la pyramide des âges est très accentuée. Il y a un renouvellement indispensable. Énorme à faire. Par contre, on pourra le faire pour notre département, parce qu'on pourra le faire que s'il y a une chose, si on a un retour à l'économie, sachant qu'on est sur 3 secteurs. Sur les 4 ou 5 secteurs de production qu'on a majoritaires, on a un secteur céréales depuis 3 ans, ou quoi que vous en disiez, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais c'est quand même des prix très bas, des revenus qui ne sont pas en face. Au niveau lait et viande, c'est exactement la même chose. Je vais parler, on va dire, en lait, on va dire standard, ou en viande. Donc on ne peut plus installer de jeunes dans ces secteurs-là. Donner le goût, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui quittent le métier. Donc, de dire il faut installer, on retournera installer quand on aura retrouvé une économie. Donc, aujourd'hui, les curseurs sont ouverts dans le bon sens, il me semble. Les céréales sont à un cours beaucoup plus acceptable qu'auparavant. La demande mondiale de lait va faire qu'on va pouvoir retrouver quelques euros tonnes sur nos pays. Et pour la viande, je l'espère aussi. Mais par contre, on ne va pas chaque fois attendre des cours mondiaux. Aujourd'hui, sur la plupart de nos productions, on produit en premier pour la France. Sur la taille des exploitations, un mot quand même. La Confédération paysanne accuse la fédération, la FNSEA, de favoriser l'agrandissement des exploitations. Qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Écoutez, on peut t'accuser de tout. Quand je sais que dans un débat, on a même été accusé qu'on a refusé du soutien au bio. Bon, on en parlera peut-être tout à l'heure. Mais moi, je me sens... C'est un peu vrai, il n'y a pas de souci, mais je vais vous répondre. Le soutien au bio, il est bien simple. Comme le gouvernement l'imaginait, on reprenait 3 ou 4% à chaque des DPU ou DPB de chaque agriculteur en France. Quand on a une volonté politique, comme avait François Hollande, ou comme a aujourd'hui notre président de la République avec ses ministres et son gouvernement, on met de l'argent d'un budget. Et là, par contre, cette fois-ci, on a refusé. Par contre, il y a une écotaxe qui a été, mise en place dans la loi, de modernisation, et qui va financer la conversion. Par contre, il y a 2 demandes. Aujourd'hui, moi, quand je discute avec des purs agriculteurs en bio, ils nous disent oui, il faut la conversion. Par contre, le maintien au bio, une fois qu'on est converti, on n'a pas besoin du maintien. Et par contre, la demande de mes voisins de la Confédération paysanne, c'est de dire on veut le maintien. C'est-à-dire qu'on veut le beurre, l'argent du beurre et la crémière. Au bout d'un moment, quand on le prend sur l'argent de tous les agriculteurs, comment on fait paysanne vous que la Confédération paysanne a demandé aux 5130 agriculteurs, si on est d'accord, moins 3% ou moins 4% tous les ans. L'agriculture biologique aujourd'hui est face à une forte demande des consommateurs. En France aujourd'hui, on n'arrive pas à fournir sur le plan national. Si on veut permettre d'être autonome sur la consommation des produits biologiques, il faut installer des agriculteurs en agriculture biologique. Pour ça, si on ne les aide pas à s'installer, donc prime à la conversion et prime au maintien, on n'arrivera jamais à être autonome et on continuera à importer des prix en bio des autres pays. Donc il y a un moment, il faut prendre le cheval au moment où il faut. Les primes au maintien sont indispensables aussi, c'est ce que vous nous dites. Oui. Thierry Boiron. Moi, je vois ça. Ce que je constate, c'est qu'il y a eu des aides bio et ce qu'on appelle les aides MAEC qui étaient promises par le gouvernement.
et qui n'ont pas été versés à ce jour. C'est-à-dire qu'on a déshabillé Pierre pour habiller Paul, à part que l'argent n'est jamais arrivé à Paul. Donc s'il y a un combat à mener tous ensemble, c'est déjà qu'ils soient payés. Les aides à la reconversion et les mesures environnementales type MAEC. On avance, pardon, parce qu'on arrive quasiment à la fin de l'émission. Le retour du loup, vous l'avez évoqué très rapidement, le retour du loup dans nos alpages. Le plan loup prévoit d'arriver à 500 loups d'ici la fin du quinquennat Macron. On doit être à 400 aujourd'hui. Comment est-ce qu'on fait cohabiter le loup et les troupeaux? Impossible. Donc on abat les loups? Je ne sais pas, il va falloir faire un choix. Ah bah. Oui. Ah ben c'est sûr que moi je préfère sauver un éleveur plutôt que sauver un loup. Maud Charin. Je crois que le seuil des 500 loups a été dépassé. À partir de là, à la Confédération paysanne, on prône que le loup soit sorti de la Convention de Berne. Donc on puisse l'abattre plus facilement. Abattage ciblé en cas d'attaque. Le loup est un animal intelligent et fascinant. Je termine. On demande à ce qu'il y ait des brigades loups. En France, actuellement, il n'y en a qu'une. On demande à ce qu'elles soient généralisées sur l'ensemble des territoires pour vraiment permettre au pastoralisme de continuer. C'est une agriculture extensive qui fait vivre des territoires et il faut la garder. Le loup, juste une chose, pardon. Je voudrais dire sur l'indemnisation qu'il y a sur les brebis. En cas d'attaque. En cas d'attaque, il faut justifier des mesures de sécurité. Il y a un dossier administratif à monter. Ça prend des plombes avec les louvetiers et avec les brigades d'intervention loup. Ce serait vraiment une meilleure chose à faire. C'est un peu court, mais... Jérôme Crozat. Oui, bah, écoutez, En 2 mots. En 2 mots, c'est impossible. Je vais être obligé de vous couper. impossible, ouais. C'est impossible en 2 mots. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ben oui, il faut éradiquer le loup ou en supprimer parce que Vous voyez, qu'en 2 mots, vous y arrivez. le quota des 500, il est déjà là. Et en même temps, 2 choses. La première, faut que tout le monde sache combien le loup fait perdre en termes de budget. C'est 25 à 30 millions d'euros en France. Ça veut dire que... Pour l'indemnisation. Non, indemnisation et autres. C'est-à-dire, s'il y a des cabanes de bergers à monter, etc., c'est 25 millions d'euros. C'est-à-dire que c'est 50 000, voire 60 000 euros par loup, vu qu'on est déjà à 500 loups. Donc déjà, cette somme d'argent, elle est prise sur le budget agricole. Nous, ce qu'on demande au niveau de la FNSO, c'est que ça soit pris sur le budget de l'environnement. Et puis deuxièmement, aujourd'hui, il va falloir arriver à redescendre le nombre de loups. Ou alors, honnêtement, je pense que la meilleure des solutions, c'est de parquer les loups au niveau européen dans chaque État. Non, il faut les confiner. Quand ça ne fonctionne pas, quand on a un problème en agriculture, qu'est-ce qu'on fait? On confine. Allez, donc les loups, c'est la même manière, on confine. Un loup qui est tiré, sa meute ne revient pas. Un loup qui n'est pas élevé sur du mouton ne mangera pas du mouton. Oui, mais vous savez, les éleveurs, ils n'ont pas que ça à faire à surveiller le loup. Surveiller un troupeau, c'est déjà beaucoup. C'est pour ça qu'il faut des brigades loups. C'est pas aux éleveurs. Mais des brigades loups, il y en a. Il y a 25 commandants de louveterie. Il y en a pas. Il y a des louvetiers. C'est pas tous les ans, on fait des commissions à la préfecture. Vous n'êtes pas présent. Vous pouvez pas le savoir. C'est pas vrai. Vous n'êtes pas présent. J'aimerais qu'on termine avec l'agriculture de demain. On a beaucoup parlé de produits agricoles qui servent à nourrir la population. Moi, j'ai l'impression que de plus en plus, on voit apparaître des produits qui servent à d'autres choses. L'amidon de maïs, par exemple, pour faire des emballages. Les agriculteurs qui produisent de l'énergie. On pense aux biocarburants, à la méthanisation. Est-ce que c'est pas ça, finalement, l'avenir de l'agriculture en France ? Un agriculteur est là pour faire pousser des plantes, élever des animaux pour nourrir. C'est ça notre métier. Et aujourd'hui, on n'y arrive plus. Il faut savoir que l'Europe est devenue importatrice nette. Mais parce que d'autres ailleurs produisent moins cher. Oui. C'est pour ça que je dis qu'on n'arrivera jamais à produire... On ne fera jamais du maïs au prix d'un Américain. On ne fera jamais du blé au prix d'un Russe. Donc votre solution, c'est de réussir à convaincre le consommateur? Oui, non, mais surtout nos politiques au niveau européen. L'Europe est en train de nous lâcher. L'Europe se fout éperdument de ses agriculteurs. Les États-Unis aident leurs agriculteurs. Les Chinois, les Japonais, le monde entier aide leurs agriculteurs. C'est nous qu'on est de moins en moins aidés. Il faut absolument que l'Europe sauvegarde ses agriculteurs. Maud Charin, sur les nouveaux produits agricoles, l'avenir de l'agriculture, finalement, c'est tout ce qui n'est plus du produit consommable? Oui, moi je pense que les terres agricoles ont vocation à nourrir les hommes d'abord, les animaux ensuite. Les surfaces utilisées pour faire pousser de la betterave pour alimenter des méthaniseurs,
du colza pour mettre dans la voiture, c'est pas la vocation première de l'agriculture et il y a bien d'autres choses à faire pour faire vivre décemment des paysans. Jérôme Crozat. La première mission, bien entendu, c'est l'alimentaire. En même temps, la deuxième mission, quoi qu'on en dise, c'est l'aménagement du territoire, des paysages. Enfin, comment dire, si la première économie en France aujourd'hui, c'est le tourisme, il ne se fait pas qu'à Paris, il se fait aussi dans nos montagnes, dans nos plaines, en faisant du ski ou en faisant des marches, des balades et des visites avec le patrimoine qu'on peut avoir. Ça, il ne faut quand même pas l'oublier. La troisième mission, elle peut très bien être économique avec de la méthanisation, au contraire de ma collègue. Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de faire de l'économie. En même temps, sur notamment une chose simple, aujourd'hui, on a perdu bon nombre de marchés, notamment sur l'huile de colza. C'est-à-dire que Total, aujourd'hui, préfère acheter de l'huile de palme. Je ne suis pas sûr que ce soit meilleur sur la planète. Peut-être que vous acceptez que ce soit bien de déforester en Asie et importer de l'huile de palme. Vous avez sûrement raison, mais je vous laisse seul avoir raison. Par contre, moi, je pense qu'on doit continuer sur l'huile de colza, parce que derrière, on contribue à faire baisser à la rigueur nos taux de carbone, et en même temps, nous, on récupère des tourteaux de colza dont on est déficitaire en France et en Europe. Maud Chara, Jérôme Crozat, Thierry Boiron, merci. Merci beaucoup d'avoir été les invités du Récap Info. Je vous propose de nous retrouver tout de suite dans le bonus, le supplément sur le site internet et sur la chaîne. On se retrouve quant à nous la semaine prochaine avec un nouvel invité.